Le Mali et l'Algérie sont deux pays amis, deux pays frères. Mais si vous voulez, ce qui se passe au sud de l'Algérie, c'est le même problème qu'on rencontre au nord du Mali. Le Mali, il faut le souligner, a aidé, a accompagné l'Algérie pour l'indépendance de l'Algérie. Moi, je sais que mes parents, mon oncle, en tant que militaire, est parti se battre pour l'Algérie. Ça, on ne le souligne pas souvent. Donc, ces deux pays frères, ces deux pays qui se sont toujours soutenus. C'est vrai que euh, nos frontières, le Mali a 7 frontières, quoi. D'accord? Donc, l'Algérie a eu ses problèmes face aux terroristes, etc. Nous nous souvenons dans les années 90 et tout cela. Ben, ces problèmes se sont enracinés aussi au sud de l'Algérie. Donc, avec en tout cas, les frontières ne sont pas consolidées. Les terroristes, des rebelles, des groupes armés aussi traversent les frontières avec une facilité que l'armée a besoin de contrôler le territoire malien. Si vous voulez, la zone de Tizanwaten est une zone. Vous avez deux Tizawaten, c'est entre le Mali et enfin, en fait, une partie est au Mali, une partie est en Algérie. Donc parfois, les communautés sont mélangées et des groupes armés profitent de cette situation. Si vous voulez, ils font des attaques au Mali et ils traversent les frontières pour aller de l'autre côté. Et je pense que le Mali, dans sa quête de sa souveraineté, avait le droit et l'obligation de protéger ses frontières. Ce n'est pas contre l'Algérie, mais c'est pour protéger le Mali et la souveraineté du Mali. Comme le ferait toute nation, bien entendu. C'est cela, c'est cela. Depuis, en tout cas, l'arrivée des nouvelles autorités, l'arrivée du président Assimi, et on constate que le Mali, à travers ses orientations, a décidé, notamment les œuvres du président de la République, le gouvernement a, si vous voulez, a créé 400 forages à travers le Mali pour permettre aux Sahéliens, pour permettre aux Maliens d'avoir de l'eau. Le Sahel est une zone où il y a un manque d'eau, vous le savez Tout mieux à que fait. moi. Donc 400 forages depuis l'arrivée de la transition. Ça, c'est un acquis, vous pouvez regarder les archives. Vous avez la transition a beaucoup appuyé les structures de santé en termes d'ambulance. Le Mali est un vaste territoire, Absolument, oui. donc il faut l'accès aux soins. Et pendant cette transition, nous avons été confrontés à des problèmes liés au changement climatique, forte chaleur, inondations, etc. Ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Et cette année, c'est vrai que le Mali a été confronté à un problème d'énergie, d'électricité, et la transition a appuyé l'EDM, c'est-à-dire l'énergie du Mali, avec des groupes électrogènes. Et le Mali est en train de construire des centrales solaires à travers le pays, avec l'appui de nos partenaires, la Chine, la Russie, la Turquie, etc. Donc ça, c'est des choses, c'est des acquis qu'on ne peut pas contester. Et il y a eu des réformes qui sont en cours, qui ont commencé aussi au niveau économique. Avec l'arrivée de la transition, nous avons l'UMPP, qui est l'usine malienne des produits pharmaceutiques. La transition a relancé cette usine-là. Bonjour, docteur Bakary Toumanion. Bonjour Christian. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes expert en évaluation des projets et programmes développement en Afrique, promoteur de l'école des hautes études en santé publique du Mali depuis 2010. Vos recherches portent sur les questions de santé publique, développement, crise, changement climatique et dynamique sociale. Manager du cabinet TMC
Consulting Group, consultant international et formateur auprès des différentes organisations internationales, ONU Femmes, UNICEF, Save the Children, USAID, Mercy Corps, bref, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Vous êtes aussi membre fondateur de l'Institut de recherche interdisciplinaire au Sahel. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aborder la situation globale du Mali, votre pays que vous aimez tant. Vous vous êtes foncièrement investi dans l'éducation et dans la santé. Vous nous direz tout à l'heure le pourquoi. Mais avant, commençons par la situation actuelle au Mali. Je fais allusion à la situation socio-sécuritaire après, bien entendu, les attaques djihadistes de juillet dernier dans le nord du Mali, près de la frontière avec l'Algérie. Des attaques qui avaient causé plusieurs pertes dans les rangs des femmes. Quelle est donc la situation actuelle au Mali? La situation sécuritaire, bien sûr. Merci beaucoup, Christian. Merci de m'avoir invité et merci pour votre confiance. Je trouve que c'est généreux et réaliste de votre part de donner la parole aussi aux Maliens, aux Maliens qui vivent cette situation, qui peuvent témoigner de leur expérience in situ. Donc, je vous remercie pour ça. La situation sécuritaire au Mali euh, évolue, s'améliore dans le bon sens, selon mon point de vue. Ce qu'il faudra comprendre, c'est que euh, le Mali était confronté à cette situation et que, en réalité, les Maliens, l'armée malienne ne contrôlait pas, pardon, son territoire. Aujourd'hui, on peut affirmer que l'armée malienne a sa souveraineté territoriale, quoi. C'est-à-dire que l'armée a une capacité d'agir partout sur son territoire. Il faudra noter que avant le départ des troupes étrangères, l'armée malienne n'avait pas cette capacité, ne pouvait pas aller à certains endroits du territoire. Donc aujourd'hui, avec la prise de Kidal, vous avez mentionné Tizan Watel. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre armée, très fiers de notre pays, parce que nous avons cette souveraineté territoriale. Notre armée peut agir partout au Mali. Alors donc vous dites que vous êtes désormais fier de votre armée qui a reconquis, j'allais dire, un peu sa dignité parce qu'entre-temps, on le disait, en Afrique, en fait, il n'y avait pas d'armée et que c'était plutôt des corps constitués pour protéger soit des présidents, mais il n'y avait pas des armées en tant que telles. Et aujourd'hui, l'armée malienne fait donc la fierté parmi les armées africaines, bien sûr, qui font la fierté de leur pays. Et donc, mais on va parler aussi du social, parce que lorsque vous dites que aujourd'hui, vous êtes fier de votre armée, les FABA, bien entendu, cela veut dire qu'il y a des résultats sur le terrain. Et vous dites que, bon, de plus en plus, aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais alors, sur le plan social, nous savons que le Mali est toujours sous les sanctions, et ça dure déjà, probablement qu'il y a des impacts sur le terrain. Est-ce que sur le plan social, on peut également en parler? Qu'est-ce que ça donne? Alors, sur le plan social, il faudra comprendre, on peut voir sur le plan social, le plan sécuritaire, sur le plan économique. Notre pays est en transition. Je pèse mes mots en disant et en accentuant le mot transition, c'est-à-dire que nous sommes en reconstruction. Nous sommes un pays qui est en crise pendant plusieurs années. Et cette crise a eu un impact au niveau sécuritaire, au niveau social et au niveau économique. On est conscient que pour que le nouveau Mali, ce qu'on appelle dans notre langue le Mali courant, marche, ça va prendre du temps, ça va prendre un investissement. Sur le plan social, depuis en tout cas l'arrivée des nouvelles autorités, l'arrivée du président Assimi, et on constate que le Mali, à travers ses orientations, a décidé, notamment les œuvres du président de la République, le gouvernement a, si vous voulez, a créé 40 400 forages.
à travers le Mali pour permettre aux Sahéliens, pour permettre aux Maliens d'avoir de l'eau. Le Sahel est une zone où il y a un manque d'eau, vous le savez tout mieux à que fait. moi. Donc, 400 forages depuis l'arrivée de la transition. Ça, c'est un acquis, vous pouvez regarder les archives. Vous avez la transition a beaucoup appuyé les structures de santé en termes d'ambulance. Le Mali est un vaste territoire, Absolument, oui. donc il faut l'accès aux soins. Et pendant cette transition, nous avons été confrontés à des problèmes liés au changement climatique, forte chaleur, inondations, etc. Ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Et cette année, c'est vrai que le Mali a été confronté à un problème d'énergie, d'électricité, et la transition a appuyé l'EDM, c'est-à-dire l'énergie du Mali, avec des groupes électrogènes. Et le Mali est en train de construire des centrales solaires à travers le pays, avec l'appui de nos partenaires, la Chine, la Russie, la Turquie, etc. Donc ça, c'est des choses, c'est des acquis qu'on ne peut pas contester. Et il y a eu des réformes qui sont en cours, qui ont commencé aussi au niveau économique. Avec l'arrivée de la transition, nous avons l'UMPP, qui est l'usine malienne des produits pharmaceutiques. La transition a relancé cette usine-là pour que C'est-à-dire le une Mali usine ait de accès. production, de fabrication, c'est ça, des médicaments sur place au Mali. Tout à fait, tout à fait. Donc, qui était à l'arrêt et qui a commencé. Nous avons la compagnie malienne des textiles qui était carrément à l'arrêt avec des gens qui ne travaillaient pas. Ça, c'est des faits qu'on peut vérifier. La transition a relancé cette usine-là de la compagnie malienne des textiles. Le Mali est un grand producteur de coton. Donc, il est normal que le Mali puisse disposer, en tout cas, une usine qui emploie, mais aussi qui crée de la valeur ajoutée pour les Maliens et pour aussi, pourquoi pas, l'extérieur. Donc, voilà un peu au niveau social quelques acquis de la transition. Il faut noter que je profite sur votre antenne pour vous dire que moi, je ne suis pas du tout politique, je ne suis pas partisan. Donc, ça, c'est des faits que je constate, que je note, voilà, et que je pense qu'il est important de souligner. Oui, c'est très important aussi pour nos téléspectateurs, mais pour les Africains aussi, et pourquoi pas la communauté internationale, d'apprendre toutes ces choses qui ne sont souvent pas dites à travers les médias. Mais je vais d'abord marquer encore une petite pause en revenant bien sûr sur la situation sécuritaire. Entre-temps, on avait observé les tensions entre le Mali et l'Algérie. Euh, Quelles sont les évolutions sur j'allais dire, cette situation? Je pense que la situation ou un peu l'incompréhension entre le Mali et l'Algérie, il faut l'analyser froidement, avec un regard sur l'histoire et sur l'histoire des deux pays. Le Mali et l'Algérie sont deux pays amis, deux pays frères. Mais si vous voulez, ce qui se passe au sud de l'Algérie, c'est le même problème qu'on rencontre au nord du Mali. Le Mali, il faut le souligner, a aidé, a accompagné l'Algérie pour l'indépendance de l'Algérie. Moi, je sais que mes parents, mon oncle, en tant que militaire, est parti se battre pour l'Algérie. Ça, on ne le souligne pas souvent. Donc, ces deux pays frères, ces deux pays qui se sont toujours soutenus. C'est vrai que euh, nos frontières, le Mali a 7 frontières, quoi. D'accord? Donc, l'Algérie a eu ses problèmes face aux terroristes, etc. Nous nous souvenons dans les années 90 et tout cela. Ben, ces problèmes se sont enracinés aussi au sud de l'Algérie. Donc, avec en tout cas, les frontières ne sont pas consolidées. Les terroristes, des rebelles, des groupes armés aussi traversent les frontières avec une facilité que l'armée a besoin de contrôler le territoire malien. Si vous voulez, la zone de Tizanwaten est une zone. Vous avez deux Tizawaten, c'est entre le Mali et enfin, en fait, une partie est au Mali, une partie est en Algérie. Donc parfois, les communautés sont mélangées
Et des groupes armés profitent de cette situation. Si vous voulez, ils font des attaques au Mali et ils traversent les frontières pour aller de l'autre côté. Et je pense que le Mali, dans sa quête de sa souveraineté, avait le droit et l'obligation de protéger ses frontières. Ce n'est pas contre l'Algérie, mais c'est pour protéger le Mali et la souveraineté du Mali. Comme le ferait toute nation, bien entendu. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Donc voilà un peu ce que je peux, Oui, mais en tout la cas, dire. curiosité, c'est de savoir, puisque de deux côtés, apparemment, il y a souvent ces attaques. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas si c'est la bonne personne à qui je pose la question, pourquoi ces deux pays ne collaboreraient pas dans la lutte, par exemple, évidemment, des groupes terroristes, c'est-à-dire l'Algérie et le Mali collaborent et forment des unités, pourquoi pas spéciales pour combattre le djihadisme, par exemple, que de se faire finalement une adversité comme on l'observe. Bon, je pense qu'il faut, comment on appelle ça, quel mot je vais trouver, c'est-à-dire qu'il faut temporiser cette incompréhension. Je pense que c'est une incompréhension. Le Mali a toujours collaboré avec l'Algérie. Des militaires maliens sont formés en Algérie. Nous sommes deux pays frères. Vous avez des Touaregs maliens qui sont entre les deux pays. Moi, j'ai passé 7 ans de ma vie au nord du Mali, donc je connais très bien cette zone-là, si vous voulez. Je suis du sud, mais j'ai fait 7 ans au nord du Mali. Donc, le Mali a toujours collaboré avec l'Algérie, ces deux pays frères. Après, les Africains doivent comprendre que nous sommes aussi victimes de la géopolitique mondiale. C'est ça aussi que Tout à nous fait. devons comprendre. Donc, avec le jeu des alliances, les questions géopolitiques au Sahel, en Ukraine et ailleurs ont des répercussions sur nos territoires. Et nous, les Africains, si nous ne sommes pas armés pour cela, si nous n'avons pas une lecture fine de ces situations-là, il y a un souci. D'ailleurs, vous avez vu qu'avec l'attaque de Tizan Waten, il y avait d'autres acteurs qui étaient dans le jeu, qui ne sont pas forcément Oui, tout à fait, tout à voilà. fait. On a même vu la réaction de certains, ben voilà, pays, rédige, C'est occidentaux que je cela. ne veux pas citer ici parce que c'est pas C'est cela. l'objet de notre émission, mais tout le monde a suivi l'évolution de cette situation. Et donc, revenons sur votre participation dans l'éducation et dans la santé. Tout à l'heure, vous disiez que, bon, le côté sécuritaire encore, il y a une évolution, une nette évolution positive, c'est le cas de le dire, et tout le monde est en train de le constater parce que hier, il y avait des endroits où l'armée malienne ne pouvait pas arriver, mais aujourd'hui, c'est une armée qui peut se déployer sur toute l'étendue du territoire malien. Cela veut dire que c'est une assurance aussi pour les Maliens. Alors, vous êtes dans l'éducation et dans la santé. Cela veut dire que déjà, l'environnement vous inspire confiance, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, on va comprendre avec vous pourquoi avoir choisi donc l'éducation et la santé, alors qu'il y a bien Bon, d'autres domaines économiques qui peuvent souffrir ou voilà. Pourquoi la santé et l'éducation? non, et pourquoi la santé et l'éducation et pourquoi dans un contexte de crise aussi, j'ajouterais. Alors, je fais partie des gens qui pensent que c'est dans les périodes de crise où il faut investir. C'est dans les périodes de crise qu'un pays peut se relancer. Et l'histoire est là pour témoigner. Et l'éducation pour et aussi la santé, parce que je crois que euh, quand un être humain, tout simplement, agit en tant que Malien, en tant qu'Africain, j'ai envie d'agir sur des secteurs où j'ai un impact à long terme. Qui parle d'impact parle de fait à long terme et un effet transformationnel. Je sais que plus de la moitié de la population africaine est jeune. Si nous voulons avoir un impact, c'est d'agir sur cette population à moyen et à long terme. Pour changer les mentalités, j'ai envie de dire, il faut, dès la maternelle, il faut commencer. D'accord? Donc, l'éducation est un secteur transformationnel. La santé, comme on le dit, n'a pas de prix et n'a pas de coût. En fait, a un coût, mais ça n'a pas de prix. Et quand on investit dans la santé de nos populations, vous allez voir que les autres secteurs vont suivre. Quand vous agissez sur le palu, vous allez voir que la production agricole va augmenter.
Donc, directement sur Ben, l'économie. naturellement. Mais docteur Bakary, vous avez dit tout à l'heure, pour changer les mentalités, il faut commencer dès la maternelle, ce qui est vrai en plus. Ça veut dire quoi concrètement? Que dans le contexte actuel, il y a un souci à ce niveau-là, au niveau des mentalités, au niveau de la perception de la vie, par exemple, euh, du monde, j'allais dire. Qu'est-ce que vous avez d'abord constaté? Parce que lorsque vous parlez de changer de mentalité, et probablement c'est ce que justifie votre investissement dans l'éducation, c'est quoi ce qu'il faut changer maintenant là? Qu'est-ce que vous avez constaté au niveau de ces mentalités à changer? Bon, et moi qui ai eu là, en fait, un peu l'occasion, si vous voulez, de faire mes études au Mali et ailleurs, au-delà du Mali, j'ai constaté que ben, l'enfant africain, l'enfant malien n'est pas plus intelligent ou plus bête que les autres. D'accord? Mais nous sommes confrontés à un problème de méthode et d'enseignement, d'orientation. Les Africains ne sont pas parvenus, j'ai envie de dire, à nous approprier de la science, comme on fait les Asiatiques, les Indiens au niveau de l'informatique, etc. Ça, c'est un constat. Quand je regarde moi-même ou mes collègues, on fait un rapport, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris à analyser et à réfléchir dans nos propres langues maternelles aussi. On manie bien le français, les concepts scientifiques, mais il faut dire à un Malien, à un Congolais, à un Togolais, de dire dans sa langue maternelle comment enseigner les mathématiques. C'est compliqué. Donc, partant de ces constats-là, et sachant que si nous arrivons à nous approprier de la science à travers nos langues maternelles, à travers nos concepts, vous allez voir que le savoir devient opérant. C'est partant de cela que j'ai décidé donc d'investir dans l'éducation, de familiariser, si vous voulez, et, le savoir, le savoir scientifique pour que, par exemple, dès la maternelle, on familiarise les enfants avec les tablettes, l'informatique, etc. Dès la maternelle, on apprend l'enfant aussi à réfléchir dans sa propre langue maternelle. C'est vraiment important. Moi, je me souviens, je vous donne un exemple. J'enseigne à des adultes, à des gens qui sont dans des grands projets. Le suivi et évaluation, je leur parle d'indicateurs. Et je m'amuse à dire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en langue bambara? Je vous l'assure, j'ai des problèmes à ce que les gens arrivent à me traduire ce concept en langue nationale. Vous voyez à quel point nous sommes confrontés à ces concepts-là. Donc, quand on arrive à accompagner les enfants à se familiariser, à se décomplexer, si vous voulez, de ces concepts-là, il y a de fortes chances que la science qui est universelle, devienne nôtre et on arrive à l'appliquer à nos réalités, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé et ailleurs. Alors, lorsque vous Voilà parlez un peu pour... oui, docteur Bakary, lorsque vous parlez de l'intégration des nouveaux outils, bien sûr, de formation, vous avez parlé là des tablettes, bon, enfin, des laptops et tout ce qui est informatique, parce que le monde, de toute façon, aujourd'hui, on parle d'un petit monde interconnecté, et ne pas savoir utiliser ces outils, c'est être, comme on le disait avant, être un analphabète, en fait, un illettré. Mais bon, voilà, c'est un peu l'image que je prends. Mais dans le même temps, on nous fait savoir que à très bas âge, lorsqu'on commence à utiliser ce genre d'outils, on n'a plus une concentration, on perd en fait au niveau de la concentration, de la réflexion, de la perception des choses, parce qu'on estime que tout est trop facile à faire avec ces outils. Bon, je pense qu'il faut nuancer. Je suis dans le domaine de la santé, il faut réguler, c'est-à-dire qu'il y a un certain temps que l'enfant ne doit pas dépasser aussi. C'est cela. Mais nous ne pouvons pas faire comme si nous vivons dans un monde où il n'y a plus il y a pas de tablette, il n'y a pas d'ordinateur. C'est impossible, c'est pas vrai. Donc, il y a un temps d'écran pour l'enfant, d'accord? Si vous arrivez à attirer l'attention de l'enfant à travers les tablettes, cela veut dire qu'il est plus facile de passer un message, d'éduquer un enfant, de lui transmettre du savoir à travers cet outil-là. Mais c'est l'adulte, le pédagogue que nous sommes, nous devons comprendre aussi cette interaction entre l'enfant et l'outil numérique, si vous voulez. Donc, je pense que les pédagogues sont formés pour cela. D'accord? Et donc, nous, dans nos écoles, l'outil informatique est disponible, mais le temps est contrôlé en fonction des âges.
Nous sommes formés pour cela et les pédagogues sont formés pour cela. C'est cela, c'est tout. Et vous, dans votre cas, docteur Bakary, vous intervenez à quel niveau dans l'éducation ou comme dans la santé? Peut-être on reviendra tout à l'heure pour comprendre ce que vous faites au niveau de la santé, mais restons d'abord sur l'éducation. À quel niveau intervenez-vous? Dans les infrastructures, la construction des infrastructures, ou bien dans l'équipement de ces écoles, ou peut-être, vous allez peut-être beaucoup plus loin dans le changement systémique carrément. Alors, et nous sommes à plusieurs niveaux et avec notre groupe, parce que c'est un groupe, avec notre groupe, effectivement, nous participons, nous construisons des écoles. On a commencé, si vous voulez, notre projet en louant des locaux dans un premier temps. Et puisque ça, c'est pas durable, au fur et à mesure, nous avons décidé de construire nos classes, notamment à Kati, qui est à 15 km de Bamako. Ça, c'est une première chose. Donc, actuellement, nous avons des classes construites, nous avons nos locaux. Dans un deuxième temps, nous avons équipé aussi nos écoles. Nos écoles sont très bien équipées et nos élèves sont vraiment à l'aise avec l'outil informatique. Autre chose que nous avons constaté aussi, sur laquelle nous intervenons, c'est la formation et l'accompagnement pardon, de nos enseignants. Parce que parfois on se plaint, on dit le niveau des écoles africaines ne sont pas, en tout cas, ces écoles-là ne Le sont niveau a pas, baissé, il n'est plus comme voilà, avant. baisse. C'est cela. Mais en réalité aussi, c'est le système qui est en cause. Il faut former les enseignants. Il faut que les enseignants soient outillés. Il faut que les enseignants soient bien payés. Donc, c'est un problème systémique. Quand on arrive à agir sur l'infrastructure, sur la formation des enseignants, sur l'accompagnement des élèves et des parents d'élèves, l'école est un système. Vous allez voir que les niveaux vont évoluer dans le bon sens. Et souvent, je dis à mes collègues promoteurs d'école qu'en réalité, l'école, quand vous augmentez en fait, la quantité, à un certain niveau, ça va jouer sur la qualité. C'est-à-dire le nombre d'enseignants par élève, par classe, si vous voulez. Et Il y a un certain nombre. c'est quoi le ratio pendant que vous en parlez? Le ratio, c'est quoi? Alors, je vais vous parler de nos expériences. D'accord. Je ne peux De pas. vos expériences. Voilà. Voilà. Moi, je pense que quand vous dépassez de 25 à 30 élèves par classe, maximum 30, il y a un souci. Parce que l'enseignant n'a pas le temps d'échanger avec chaque élève, de l'élève qui a des difficultés, de l'accompagner. Voilà. Donc, pour moi, entre 25 et 30, c'est bien. Mais quand vous partez au-delà, pour des raisons, surtout quand on est dans l'enseignement privé économique, il y a un souci. Mais ce Et qui est sûr, j'imagine quand un vous... peu un enseignant qui se retrouve avec 100 élèves devant lui. C'est pas possible. Ce À n'est mon pas avis, ce n'est possible. vraiment pas possible. Il est limité par le temps, il est limité par des contraintes Non, que mais vous je posais la connaissez. question expressement parce que, évidemment, il y a des pays où, là, où vous avez un enseignant qui se retrouve face à 200 élèves, hein. Ça existe, c'est des choses qui existent. Ça Et arrive, donc, je connais. alors, donc, vous parlez de la qualité de l'enseignement, mais ici, j'ai envie de vous poser la question de savoir si vous êtes carrément dans le domaine, dans le secteur privé, ou bien vous travaillez en collaboration avec le gouvernement, c'est-à-dire parce que l'éducation, l'école, c'est quand même le gouvernement qui devait s'en occuper aussi. Pourquoi est-ce que c'est vous qui vous en occupez? Je vais être franc avec vous. Et nous avons parfois aussi, je ne sais pas, ce problème de croire que le gouvernement peut tout faire. Moi, mon constat, c'est que aujourd'hui, dans les politiques publiques, l'État, les gouvernements essayent de diminuer leurs dépenses. Et ça a un impact sur l'éducation, sur la santé et ailleurs. C'est vrai, vous avez raison, l'éducation est un secteur stratégique privilégié par les autorités et par nos pouvoirs publics. Mais l'État ne peut pas tout faire. Il faut que les privés, les investisseurs accompagnent l'État. Donc, c'est dans ce sens que nous intervenons à
améliorer en tout cas l'offre. Aujourd'hui, avec la population galopante de nos pays, notamment des pays africains, l'État à lui seul ne peut pas faire face à ces problèmes-là. Par contre, les promoteurs que nous sommes, nous devons travailler en partenariat avec l'État et respecter aussi le programme national. Donc, on ne peut pas faire sans l'État, mais nous devons tenir compte des grandes orientations de l'État et voir comment nous pouvons enrichir cette offre-là. C'est cela. Et lorsque vous C'est parlez de votre intervention dans la qualité, je reviens là-dessus, de l'éducation, tout à l'heure vous avez dit, vous avez commencé par la location, bien sûr, des locaux, après vous êtes passé à la construction, tout ça c'est bien, mais est-ce que au niveau des programmes, comment est-ce que vous agissez? Parce que finalement, quelqu'un nous disait sur ce même plateau que beaucoup des pays africains ont ce problème avec les programmes d'éducation, qui sont des vieux programmes euh, hérité parfois de la colonisation, mais qui continue jusqu'aujourd'hui. Vous, à votre niveau, comment vous faites? Comment vous agissez sur les Alors, problèmes? j'imagine en tout cas pour le Mali, il y a un programme national, quoi. Il y a un programme national qui est établi. Nous partons du point de vue que ces programmes, il faut le respecter. C'est pour cela que l'État vous a donné une autorisation, un agrément pour travailler. Mais vous pouvez enrichir ces programmes, rendre ce programme plus meilleur. Je vous donne un exemple. J'ai eu la chance de faire de longues études. J'ai commencé l'anglais, mais moi, je ne parle pas un mot d'anglais. Je ne parle pas un mot d'anglais. Cela veut dire que ça pose un problème simple et je ne suis pas le seul dans cette situation. Il faudra voir comment l'anglais est enseigné dans nos écoles. Vous voyez? Donc, l'État nous donne un programme, mais nous devons voir comment nous pouvons enrichir ces programmes-là, respecter les principes de l'État, les règles données par l'État, mais voir au niveau des mathématiques, au niveau je ne sais pas, du temps accordé aux sciences, aux langues, comment nous pouvons l'améliorer. Et c'est ça que nous faisons dans notre groupe. Par exemple, si moi je vois euh, dans une classe, il faut 6 heures de maths par semaine, ben, nous allons ajouter 2 heures ou 3 heures. Parce que dans ces 6 heures-là, il y a des élèves qui ont des difficultés. Il faut accompagner ces élèves. Donc, Oui, mais si ces docteur élèves Bakary, demandent plus lorsque de vous temps, dites, pardon, docteur Bakary, lorsque vous dites qu'à votre niveau, par exemple, vous venez de prendre un exemple sur les mathématiques, 4 heures, vous allez ajouter 2 heures parce il y a des enfants qui ne comprennent pas aussitôt, il faut un peu plus de temps et tout le monde le sait d'ailleurs, la culture africaine, elle est beaucoup plus orale, donc il faut beaucoup expliquer pour que l'enfant appréhende un certain nombre de choses. Mais pourtant, dans certaines sociétés, de plus en plus, on est en train d'écourter le temps parce qu'on estime que les programmes sont trop longs et que l'enfant ne peut pas être là en train d'étudier ces programmes. Et voilà. À ce niveau-là, quel est votre commentaire? excusez-moi, ça ne tient pas la route, quoi. C'est-à-dire que dans quel pays nous sommes, etc. Regardez le Japon. Dites aux Japonais qu'ils sont en train de raccourcir leur programme. Ça, c'est pas vrai au Japon. Je m'intéresse beaucoup à l'éducation. L'enfant japonais sort le matin, il vient tard le soir chez lui. Nous avons hérité d'un système français. Vous allez voir que tous les jours, le programme change, quoi. Et il y a 10 000 programmes, il y a 10 000 méthodes pédagogiques. Et c'est à ces âges-là, si vous voulez, que l'enfant en tout cas, apprend le plus. Donc, vous regardez en Angleterre et en France, le mercredi, ici, les enfants au primaire ils n'ont pas d'école. En Angleterre, ce n'est pas le cas, quoi. Donc, c'est le problème des pays francophones. Nous avons décidé, ben, l'État nous donne un programme, mais comment exécuter ce programme-là, comment l'enrichir, ça nous revient. On a une marge pour le faire. Et nous voyons les résultats à travers les examens. Autre Alors, chose aussi qu'il c'est faudra bien. prendre en compte, Oui, je vous en si vous prie, allez. permettez, si vous Allez-y. permettez, vous savez, les pays africains sont en mutation. Il y a une classe moyenne qui est en train d'agrandir. Il faut analyser cette classe moyenne. Cela veut dire que
l'Africain que nous étions, où on avait une grande famille, l'enfant quitte l'école, il a l'entourage, la famille qui est là. Aujourd'hui, les enfants que j'ai, les parents qui sortent le matin, ils vont travailler, ben, l'enfant, il faut qu'il passe plus de temps à l'école. Et pendant ce temps, il faut que ce soit un temps bénéfique pour l'enfant. Et ça, nous l'avons compris parce que nous suivons les dynamiques de nos pays. Les dynamiques sociales, nous les observons, nous les analysons. Donc, nos pays, nos enfants ont besoin euh, d'un cadre de nouvelles structures qui analysent ces contextes-là et qui essayent de l'adapter, n'est-ce pas, à la situation. C'est ça que nous essayons de faire dans nos pays. Alors, avant de passer à la santé, toujours restant un peu une question encore sur l'éducation, c'est la langue. Le problème, c'est qu'en Afrique, dans les pays francophones, bien entendu, ou même lusophones, pourquoi pas anglophones, les enfants commencent à apprendre dès le bas âge en une langue dite langue officielle. Je prends le cas de français, mais ils viennent des familles où on ne parle pas la langue française. Est-ce que là, ça ne pose pas problème? C'est bien différent, évidemment, d'un petit Français qui commence à apprendre déjà en sa langue, qu'il maîtrise très bien, et dès qu'il arrive au primaire ou même depuis, j'allais dire, la maternelle, l'enfant commence à comprendre un certain nombre de choses. Mais en Afrique, c'est d'abord une langue, j'allais dire, importée, dite officielle, et l'enfant doit aller apprendre et affronter déjà la langue à son bas âge. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci? Si je le dis simplement parce qu'à un moment donné, au Mali, on a parlé de vouloir remplacer une langue ou la langue officielle, la langue nationale, ou bon, je ne sais pas comment ça se passe. Après, vous nous direz qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Donc, je parlais de la langue à l'école. Oui, alors il faudra déjà comprendre au niveau pédagogique que c'est à ces âges-là que l'enfant a la capacité aussi d'apprendre plusieurs langues. Hein. D'accord? Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui, personnellement, qui est fermé aux langues étrangères. Ce n'est pas du tout ma vision. Je pense que quand je voyage, je vais, je ne sais pas, au Japon, à Dubaï, que j'arrive à parler en anglais, tant mieux. Nous sommes africains, nous sommes ancrés dans nos langues, mais nous avons cette capacité de communiquer déjà entre nous, entre pays africains, et de communiquer avec notre langue. Mais ce qui est important, euh, c'est de permettre l'enfant, dans sa langue maternelle, de s'approprier du savoir. C'est cela. Parce que s'il doit transmettre, s'il doit transformer son pays, il faut qu'il arrive, j'ai envie de dire, à réfléchir dans sa propre langue. Et j'ai le sentiment que les cadres que nous sommes, les cadres qui ont été formés dans l'école française n'arrivent même pas à réfléchir dans leur propre langue. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est cela. Et quand vous êtes agronome, vous devez aller transmettre, vulgariser un savoir auprès des paysans et que vous n'arrivez pas à expliquer ces connaissances-là au monde paysan, vous avez un sérieux problème. Je pense que nos pays sont en train, en tout cas le Mali, de donner une grande place à nos langues nationales. Mais c'est un travail qui va prendre du temps. Il faut être conscient, ça va prendre du temps. Euh, Ça va aussi prendre du temps à nous, entre guillemets, à donner une place à la langue coloniale, qui est devenue une langue on va dire, langue de travail, langue officielle, on peut jouer avec les mots. Bon, en tout cas, il y a une dynamique sur place où la vision des nouvelles autorités au Mali c'est de voir comment nos langues nationales peuvent, en tout cas, nous aider à, communiquer entre nous et puis aussi à transmettre nos connaissances. Voilà, c'est une Oui, dynamique qui est en cours. on va donc passer à toute autre chose. Moi, non, je posais cette question parce que l'histoire, c'est peut-être c'est un vécu, hein, c'est les petits-enfants de primaire. Et là, après, je me posais la question si ce n'était pas d'une forme de violence parce que c'est des petits-enfants qui venaient d'accéder à l'école primaire chez nous. On commence au primaire. Bon, la maternelle, ce n'est pas aussi on vu hein, comme ailleurs, peut-être maintenant. Mais donc, les enfants arrivent à l'école tout fraîchement. Ben voilà, on commence à faire l'appel. On appelle un certain Malonga, Massamba. Vous voyez, là, je prononce en français. Les enfants étaient dans la classe, mais ils répondaient pas. Parce que, probablement, se disait, c'était pas eux. Et quand l'inspecteur arrive, l'enseignant explique, mais quand je fais l'appel, il y a deux élèves qui ne répondent pas alors qu'ils sont là. Peut-être qu'ils ont des problèmes. Non, l'inspecteur lui dit non, 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 probablement que c'est un problème d'intonation.
et de leur langue maternelle. Et l'inspecteur se met à rappeler. Alors là, il utilise l'intonation de la langue maternelle. Par exemple, pour Malonga, il dit Malonga. L'enfant répond oui, je suis là. Et l'autre, Masamba. Oui. Et l'enseignant se dit, ben tiens, finalement, c'était vrai. Donc voilà pourquoi je vous posais la question, si les langues déjà Tout à fait, à vous ce avez raison. niveau, mais merci en tout cas pour la réponse que vous avez donnée. Mais avant de passer donc à la santé, les téléspectateurs qui nous suivent probablement se posent la question de savoir, oui, vous intervenez dans l'éducation. Est-ce qu'on peut savoir quelques structures que vous avez mises en place? Ah, probablement, c'est toujours bien pour nos téléspectateurs de le savoir. Oui, et notre groupe, en réalité, ce que peut-être je ne vous ai pas expliqué, c'est que notre structure a commencé à mettre en place d'abord une université privée. Notre groupe a commencé à mettre en place une université privée. Pourquoi cette université privée? Et moi, en tant que consultant et avec mes collègues et compatriotes, nous avons compris qu'il y avait des lacunes, un manque de formation, etc. Donc, partant de ces constats en tant que consultant, nous avons décidé donc de lancer une école de santé publique au Mali pour aider les professionnels de la santé et du social, comment on agit dans ce domaine-là en prenant en compte plusieurs paramètres. Parce qu'on oublie souvent de le dire, les médecins, ils font plusieurs années d'études, mais un médecin, par exemple, n'a pas appris l'approche communautaire, la gestion communautaire et tout cela. En réalité, les médecins, ils n'apprennent pas ça. Et pourtant, il est appelé à travailler avec les communautés. Un médecin malien qui est formé, il doit gérer un centre de santé communautaire, il doit tenir l'administration, mais en réalité, au fond, c'est qu'on ne dit pas, il n'est pas formé pour ça. Il est formé pour la clinique. Donc, partant de ces constats-là, nous avons dit que c'est intéressant d'accompagner les professionnels maliens dans la formation en santé publique, etc. Donc, après cette école privée, nous avons décidé de d'étendre notre offre de formation aux plus jeunes, c'est-à-dire aux secondaires, aux primaires. Donc, nous sommes sur tous les segments de l'éducation au Mali. Voilà un peu. Merci. Alors, parlons donc de la santé, évidemment. Je rappelle simplement à nos téléspectateurs que la santé et l'éducation sont là les deux piliers de développement d'un pays. Et c'est sur ces deux piliers que vous agissez. Alors, la santé, parlons-en. La santé au niveau du Mali. Le point de départ, qu'est-ce qui vous motive d'intervenir sur, disons, dans ce domaine de la santé? Oui, alors c'est d'abord aussi un parcours personnel, hein, c'est un parcours personnel. Moi, j'ai commencé mes études en sciences sociales, tout ce qui est sociologie, en fait, les sciences qui s'intéressent à l'homme et à la société. Mais par le hasard des choses, je me suis rendu compte que je m'intéresse aux questions de santé, le VIH, les migrants et la santé en France, la question de la précarité, quoi, de la précarité d'accéder aux soins, la question de la santé de la femme et des enfants. J'ai toujours été titillé par cela, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait des publications, sans faire de publicité, chez l'Harmattan sur ces Essentiellement, questions-là. la santé publique, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Donc, ça, c'est un parcours personnel. Mais aussi professionnel, naturellement, on ne peut pas les dissocier. C'est que euh, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé à Bordeaux et j'ai travaillé aussi dans des centres de recherche qui traitent ces thématiques-là, notamment sur le diabète en Afrique, etc. D'accord? Et moi-même, j'ai fait mes recherches sur ces questions de VIH, sur l'excision, sur l'accès aux soins des populations pauvres et tout ça. Et il se trouve que nos pays en développement sont confrontés à ces problématiques-là. Donc, je me dis, si je peux faire quelque chose pour mon pays, pour l'Afrique, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai connues, côtoyées. Et il est important aussi de faire ce transfert de connaissances, de savoir, de savoir-faire pour aider. C'est vrai, ici, c'est les mêmes problématiques. En fait, on rencontre ces problématiques en Occident, mais nos pays sont aussi en plein dedans. Donc, une fois au Mali, il était plus peut-être facile pour moi aussi d'aider mon pays, d'aider l'Afrique dans ce sens-là. Voilà pourquoi je suis dans la santé. Mais ça a un grand impact pour les politiques publiques
pour les populations et on a le sentiment d'être utile, de ne pas vivre pour rien, si je peux me permettre. Alors donc, au niveau de la santé, le vrai problème qui se posait bien avant, c'est quoi? C'est toujours aussi la formation, c'est-à-dire du personnel de santé, la qualité des soins ou le matériel. C'est quoi le problème au niveau de la santé? Alors, on peut, il y a tous ces points que vous venez de citer, c'est cela. C'est vrai que dès l'indépendance, le Mali a une école de médecine hein, qui est connue. Et le Mali a des infrastructures. Et le Mali a la particularité, dès l'indépendance, d'aller pas de partir sur le système universitaire, mais le Mali a construit des grandes écoles. L'école normale sup, l'ENA, l'école de médecine. Donc, le Mali avait une vision très pragmatique des questions de développement pour le pays. Et c'est vrai que un vaste territoire, et, parfois avec très peu de ressources humaines, parce que ça, la formation des ressources humaines, ça demande du temps, aussi des infrastructures aussi. Le Mali, c'est un vaste pays avec des villes qui sont très éloignées. Donc, il y a aussi confronté à des problèmes d'infrastructure. Donc, je vais dire que tous ces points que vous venez de souligner sont des réalités. Mais et les acteurs essayent, l'État et aussi les partenaires aident le Mali, accompagnent le Mali à essayer en tout cas, de solutionner, si vous voulez, ces questions de développement. Et nous pensons que c'est des secteurs, entre guillemets, durables sur lesquels il était important pour nous d'agir sur la formation, sur la construction des infrastructures, parce qu'on ne le dit pas, nous avons construit une école, pas une école privée, mais nous avons construit des écoles qu'on a données aux communautés. Dans les villages, on l'a fait. Nous avons équipé des centres de santé au Mali, des centres de santé au Mali en énergie solaire. On l'a fait. On ne fait pas de la communication dessus souvent, mais c'est des réalités, des choses qu'on peut vérifier. Nous avons organisé des campagnes de visites ophtalmologiques au niveau, il y a à peine 4 mois, dans les villages au Mali. Et ça, c'est des choses aussi que nous mettons en place à travers le pays. Est-ce que à ce niveau, la santé, le ratio, il est raisonnable aussi? C'est-à-dire le nombre de médecins ou le médecin, le nombre de patients. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et je pense que c'est vrai aussi pour beaucoup de pays. Malheureusement, non. Malheureusement, beaucoup aussi de nos compatriotes sont formés, ceux qui ont la chance aussi de venir étudier ou de finaliser leur études ailleurs, restent dans ces pays-là. Donc, il y a une fuite si vous Le voulez, cerveau. j'ai envie des cerveaux et malheureusement qui ne retournent pas dans leur pays d'origine pour partager leurs connaissances et leur savoir-faire. C'est vrai aussi, c'est une réalité qui est vraie en Afrique. Souvent, les médecins sont formés, ils ne veulent pas travailler dans les zones rurales, quoi. C'est une réalité. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire. L'État aussi doit les accompagner, j'ai envie de les sensibiliser dans ce sens-là. Merci, docteur Bakary. C'est probablement la dernière question. Quelles sont donc vos attentes au vu des changements qu'on est en train d'observer au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bien entendu? Vous voyez bien qu'il y a des bouleversements, des pays qui se veulent souverains, indépendants. Vous êtes beaucoup plus penché sur l'éducation et la santé. C'est quoi vos attentes dans ces Alors, bouleversements, dans ces changements? Quel est mes votre attentes, souhait? il y en a plusieurs. Je pense que, pour être direct, il y a eu beaucoup de faux départs depuis l'indépendance de nos pays, quoi. Des, des, des fédérations, on a entendu parler de la Fédération du Mali, on a vu beaucoup de pays ont essayé d'aller ensemble, mais chaque fois, malheureusement, nos États sont, excusez-moi, nombrilistes, quoi, un peu, chacun, voilà. Je pense que l'AES aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, nous donne l'espoir, nous donne l'espoir. Beaucoup disent que c'est des pays pauvres, oui, et alors, c'est des pays pauvres, ils sont conscients de cela, ils sont en train justement de travailler dans ce sens-là. L'AES est une grande force, contrairement à ce qu'on croit, en termes de géographie. La géographie joue beaucoup dans la géopolitique.
et aussi en termes de population. Je pense que les Africains doivent avoir le regard tourné vers l'AES, d'encourager l'AES, de soutenir l'AES. Si ça marche pour l'AES, ça va marcher pour le continent. Ce sont là Si ça donc ne marche pas pour l'AES, les pays pilotes alors. c'est cela. C'est cela. Et ce qui se joue au Sahel, ce qui se joue au Mali, n'est pas un combat malien, c'est un combat africain. C'est un combat africain. L'Afrique a besoin d'exemples en termes de pays, mais aussi d'individus. L'Afrique a besoin de modèles. Il faut que nos héros soient plus de ce qu'on nous a enseigné à travers la colonisation, mais nos héros soient des Africains, des modèles que nous trouvons sur place, sur lesquels on peut s'appuyer et puis aussi bâtir notre continent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, docteur Bakary Toumanion, de nous avoir consacré tout ce temps précieux. Merci beaucoup. Merci à vous, Christian. Merci C'est pour ce moi. moment. Ça nous donne l'occasion aussi de partager nos expériences à travers votre chaîne. Merci beaucoup. Je vous en prie, docteur. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert en évaluation des projets et programmes de développement en Afrique, promoteur de l'école des hautes études en santé publique du Mali, manager du cabinet TMC Consulting Group, consultant international et formateur auprès de différentes organisations internationales, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Vous êtes aussi membre fondateur de l'Institut de recherche interdisciplinaire au Sahel. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis, de nous avoir encore consacré votre attention. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette interview. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.